Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. On va reparler notamment de l'Azerbaïdjan ce matin avec votre invité puisque vous recevez le directeur de cabinet de la présidente de la province sud. Notre invité du matin, c'est Sébastien Van Den Dijk. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'accepter notre invitation. Alors, vous êtes le directeur de cabinet de Sonia Baquès, la présidente de la province Sud. Vous êtes également spécialiste en relations internationales et on souhaitait revenir avec vous sur un récent courrier adressé par Stéphane Séjourné à Sonia Baquès après que celle-ci l'ait alerté sur les risques d'ingérence étrangère en Nouvelle-Calédonie. Ça concerne d'abord l'Azerbaïdjan. Et Stéphane Séjourné, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, lui répond que, comme elle le souligne à juste titre, l'Azerbaïdjan a cherché à jouer un rôle en attisant les tensions en Nouvelle-Calédonie au mépris de la souveraineté française. Ça veut dire en clair qu'on a des preuves aujourd'hui de l'ingérence de l'Azerbaïdjan et de son influence dans les émeutes de mai dernier. Oui, oui, tout à fait, Elisabeth. On a des preuves. Alors, il y a d'abord les preuves numériques, puisque on est au courant désormais que l'Azerbaïdjan a créé et a entretenu des manœuvres de désinformation sur les réseaux sociaux, particulièrement sur X, pour aggraver la situation ou pour faire pencher la balance de l'opinion générale en faveur des indépendantistes. Et puis il y a pour moi une preuve qui est irréfutable, c'est la déclaration de Michael Forest qui a notamment évoqué le fait que Bakou a apporté un soutien donc de communication, donc c'est cette fameux soutien sur les réseaux sociaux, mais aussi un soutien logistique, ça c'est beaucoup plus grave, aux indépendantistes et particulièrement aux indépendantistes radicaux pendant les émeutes. Pour faire bref, on peut dire que la CCAT est un outil de l'Azerbaïdjan, qu'elle a été créée par ce pays. Je ne sais pas si elle a été créée par ce pays, mais il y a quand même des rapprochements troublants. D'abord, sur les éléments de langage. Le groupe d'initiative de Bakou utilise un certain nombre de termes, notamment pour décrier l'action de l'État en Nouvelle-Calédonie. Ces termes qui sont utilisés par le groupe d'initiative de Bakou assez tôt, d'ailleurs en juillet 2023, sont réutilisés plusieurs mois après par la CCAT, qui est créée après le groupe d'initiative de Bakou. Et puis il y a des liens personnels très forts entre la CCAT et le groupe d'initiative de Bakou et l'Azerbaïdjan, puisque Frédéric Mouliava, qui est la directrice de cabinet de Roch Mitan était en Azerbaïdjan. Madame Wanabo, qui est elle aussi, comme Madame Mouliava, a été mise en examen. Son mari était en Azerbaïdjan quelques mois avant. Donc oui, il y a des liens humains entre la CCAT et l'Azerbaïdjan. Et puis il y a des pratiques qui sont communes, et notamment dans la critique de l'action de l'État en Nouvelle-Calédonie. Alors, dans son courrier, toujours, Stéphane Séjourné parle de manœuvres informationnelles qui reposent sur des modes opératoires similaires aux méthodes russes, avec pour objectif de porter atteinte à nos intérêts. Comment ça se traduit? En fait, ça veut dire que c'est dans le domaine numérique essentiellement que l'Azerbaïdjan agit, hein. Oui, c'est-à-dire que l'Azerbaïdjan a copié ce que les Russes ont fait, notamment en Afrique subsaharienne, pour déloger les Français, pour critiquer l'action de la France. On l'a vu au Burkina Faso, au Mali. C'est souvent la même chose, c'est-à-dire l'utilisation de fake news, de fausses informations sur le fait que l'État abuserait des ressources premières sur ces territoires ou mettrait en place des politiques publiques discriminatoires, ce qui n'est bien évidemment pas vrai. Et l'Azerbaïdjan a réutilisé ces méthodes, beaucoup de désinformation, et les a calquées à la Nouvelle-Calédonie, mais les calque également aux autres territoires ultramarins français. Voilà, ces modes opératoires qu'on voit en œuvre en Nouvelle-Calédonie, on les voit ailleurs. Est-ce qu'on peut penser que ce qui se passe par exemple pour l'instant en Martinique pourrait également être dû à ce genre d'intervention extérieure, d'ingérence extérieure? Moi, je le crois sincèrement. Avec Sonia, on a très vite alerté les pouvoirs publics et l'État sur le risque de contagion aux autres territoires ultramarins, puisque l'Azerbaïdjan et le groupe d'initiative de Bakou entretiennent des liens très proches, pas seulement avec les indépendantistes radicaux calédoniens, mais également avec les indépendantistes d'autres territoires. Je pense notamment au Tavini en Polynésie, mais également aux indépendantistes guyanais. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Martinique. C'est quand même très similaire à ce qui s'est passé chez nous lors du 13 mai. On a des revendications prétextes. Chez nous, c'était le dégel du corps électoral. Là-bas, c'est la vie chère. Et derrière ça, les personnes qui dirigent ces manifestations, voire ces émeutes, sont en fait des indépendantistes qui utilisent des modes opératoires extrêmement violents, des barrages, des incendies, comme nous on a connu. Est-ce qu'au vu de cette lettre de Stéphane Séjourné, qui encore une fois était à l'époque ministre des Affaires étrangères, est-ce que l'État a pris la mesure du problème? Est-ce qu'il a conscience de cette intervention ailleurs, dans ces territoires ultramarins notamment? Et comment est-ce que la France peut lutter contre cette ingérence?
Alors, de notre point de vue à nous, l'État n'a pas suffisamment pris la mesure quand on voit ce qui s'est passé. Alors, ce qui est certain, c'est que on sait que les services de l'État travaillent. Alors, ces services-là ont un travail qui est discret, donc on n'a pas à connaître de ce qu'ils font. Mais je crois qu'il y a surtout une opposition, un défi en matière de communication. Et aujourd'hui, l'Azerbaïdjan communique énormément. Je pense notamment au congrès des dernières colonies qu'ils ont fait les 17 et 18 juillet dernier, qui n'a pas entraîné de communication en retour de l'État. Et ça donne une impression de faiblesse qui est dommageable d'abord pour l'État, et puis qui est dommageable pour les populations aussi civiles qui subissent ces ingérences étrangères. Mais on sait par exemple que la COP29 va se tenir à Bakou, avec, là c'est un éclairage et une publicité pour ce pays. Il y a un moyen de ne pas y assister ou de s'y opposer ou de s'en servir à contrario pour faire une contre-publicité à ce pays? Ah bah, c'est sûr que l'absence de la France, qui est l'un des leaders, si ce n'est le leader de la diplomatie verte dans le monde, à la COP29 serait un message extrêmement fort envoyé pour critiquer les actions de l'Azerbaïdjan, que ce soit les actions qu'elle mène au niveau international, je pense notamment dans le conflit avec l'Arménie ou l'épuration ethnique qu'il mène au Karabakh, ou les actions qu'elle a pu mener sur le territoire français, ses opérations d'influence, donc en Nouvelle-Calédonie, mais également ailleurs. Et puis, si vous me permettez, Bakou, qui organise la COP29, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est un pays qui a tout son développement qui est basé sur l'exploitation et l'exportation d'hydrocarbures. Donc c'est très certainement pas de Bakou dont on trouvera les solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors là, il y a l'Azerbaïdjan et puis il y a un autre domaine sur lequel Sonia Backes a attiré l'attention de Stéphane Séjourné. Ce sont les ingérences étrangères dans le Pacifique, avec la mission prévue du Forum des îles du Pacifique qui doit venir en Nouvelle-Calédonie prochainement. Alors là, il y a eu un certain nombre de déclarations, de positionnement. Finalement, c'est une mission d'information, pas une mission de médiation. Une mission d'information, c'est acceptable, c'est possible. Bah, déjà, c'est plus acceptable qu'une mission de médiation. Sur ce sujet du Forum des îles du Pacifique, nous, on avait posé deux alertes qui nous semblaient vraiment importantes. La première, c'est qu'à la différence de l'ONU, le Forum des îles du Pacifique ne reçoit pas tout le monde. Il n'y a seulement que le gouvernement calédonien qui peut y aller, et donc ça fait plusieurs années que le Forum des îles du Pacifique, qui est déjà composé, qui a déjà une philosophie très proche des indépendantistes, n'entend que les indépendantistes. Et puis il y avait un autre sujet, c'est que les ambassadeurs qui avaient été identifiés par le Forum des îles du Pacifique pour venir en Nouvelle-Calédonie nous posaient problème. On a parlé du Premier ministre des îles Cook, qui est un défenseur de l'indépendance association, le Premier ministre des Tonga, pays dont 60% de la dette est détenue par la Chine, Premier ministre des îles Fidji, qui est arrivé au pouvoir dans les années 80 suite à un coup d'État, à la suite duquel il a mis en place un grand nombre de dispositions discriminatoires contre les populations non mélanésiennes aux Fidji. Et puis le Premier ministre des îles Salomon, qui est la cheville manœuvrière du rapprochement de la Chine dans la région. Donc ça nous a beaucoup inquiétés. Donc effectivement, on est très regardant sur ce qui va se passer, et donc il est certain que une mission c'est pas au Forum des îles du Pacifique d'entretenir une mission de dialogue ici, et si mission d'observation il faut que cette mission soit très bien encadrée. Je crois que vous avez reçu ici Madame Véronique Roger-Lacan, qui est l'ambassadrice de la France pour le Pacifique. Ça sera sa mission d'encadrer cette mission, et c'est vrai qu'il faudra être attentif, parce que le but des indépendantistes, qui aujourd'hui n'ont plus aucun soutien à l'international, c'est d'avoir une petite chance, ce Forum des îles du Pacifique, qui va dire quelque chose, qui va permettre de justifier leur position au niveau international. Et c'est pour ça qu'ils ont demandé cette mission, parce qu'aujourd'hui, à part une dictature islamique sanglante comme l'Azerbaïdjan, il n'y a plus grand monde qui veut les soutenir. Et donc, mission d'information, a priori, ils pourront rencontrer tout le monde, tous les partis politiques, tous les interlocuteurs calédoniens. Et on peut penser pour essayer de se faire une véritable image, une véritable idée de ce qui se passe ici. Bah, je pense que c'est ce qu'ils devront faire, et je pense qu'il faudra qu'ils rencontrent tout le monde. La vraie question, c'est effectivement, les conclusions de cette mission d'observation devront être neutres et devront retranscrire ce qu'il se passe réellement ici, ou ce qui s'est passé réellement ici, et non pas leur vision qui est parfois biaisée. Encore une fois, je vous parlais des ambassadeurs qui sont pour beaucoup des soutiens des indépendantistes. Alors, troisième point, l'ONU, avec le comité de décolonisation, le C24, qui suit le processus calédonien. Sonia Backes et plusieurs élus non indépendantistes étaient sur place, des représentants également des indépendantistes, notamment du Sénat coutumier. Là, on ne parle pas d'ingérence, c'est normal que les Nations Unies s'intéressent à ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie et suivent de près le processus. Les Nations Unies suivent le dossier calédonien depuis très longtemps.
Et particulièrement depuis 5 ans, sous l'impulsion de Sonia Backès, les loyalistes sont très présents au niveau de l'ONU. Et on a pu voir, grâce à l'activité de Sonia Backès, je salue aussi l'activité de Naya Wateou, qui est très présente dans ces cénacles internationaux, que l'ONU a infléchi sa position pour avoir une position qui est finalement très neutre et qui a notamment salué l'organisation du processus d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est un peu plus légitime que l'ONU se positionne sur le dossier calédonien, même si avant tout le dossier calédonien est une question de souveraineté et de souveraineté française, et que à la fin c'est surtout à l'État de trancher. Mais justement, est-ce que on peut envisager aujourd'hui une demande de désinscription de la Nouvelle-Calédonie de la liste des territoires non autonomes, puisque le processus d'autodétermination a été mené et salué même par l'ONU? La logique voudrait qu'effectivement, puisque le processus d'autodétermination est conclu, hein, il s'est achevé, c'est pas nous qui le disons, c'est le Conseil d'État qui dit que l'accord de Nouméa s'est achevé, puisque le processus d'autodétermination qui avait été mis en place pour savoir si les Calédoniens voulaient rester ou non français, ils ont choisi par 3 fois de manière souveraine, de manière libre et de manière éclairée de rester français. Puisque ce processus de décolonisation est désormais achevé, la question de désinscrire la Nouvelle-Calédonie de la liste des territoires non autonomes doit pouvoir se poser, il doit pouvoir y avoir un débat dessus, et ça paraîtrait, dans la suite logique des choses, effectivement, que la Nouvelle-Calédonie n'apparaisse plus sur cette liste. C'est une démarche qui doit être faite par la France elle-même, hein. Oui. De toute façon, donc, ces problèmes d'ingérence dont avait saisi Stéphane Séjourné, est-ce qu'on sait que c'est que depuis longtemps, la Calédonie a été la cible de ces ingérences étrangères? Je veux dire, c'est pas nouveau aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'Azerbaïdjan, mais il y en a eu d'autres, hein. Oui, historiquement, la Nouvelle-Calédonie a toujours été convoitée, soit pour sa position géostratégique. Je pense notamment à l'époque dans les années 80, les Australiens n'étaient pas vraiment nos alliés, et aujourd'hui par les Chinois, hein, qui sont très intéressés à l'idée de se positionner en Nouvelle-Calédonie pour des raisons géostratégiques, mais également pour des raisons économiques et pour voler nos ressources minières. Et puis la Nouvelle-Calédonie a été aussi utilisée comme point de pression vis-à-vis de la France de manière globale. Alors à l'époque, c'était la Libye qui utilisait les indépendantistes calédoniens pour faire pression sur la France dans le cadre du conflit tchado-libyen, puisque l'État soutenait le Tchad à l'époque. Et aujourd'hui, c'est l'Azerbaïdjan qui utilise la Nouvelle-Calédonie, mais également les autres territoires ultramarins français, pour faire pression sur l'État, pour que l'État arrête ou du moins diminue les prises de position contre l'Azerbaïdjan, notamment dans la guerre qu'il oppose à l'Arménie ou dans l'épuration ethnique que le régime de Bakou réalise dans le Haut-Karabakh. Rien de très nouveau, donc Bastien Van Den Leek, merci pour votre Merci beaucoup, éclairage. Elisabeth.